J'ai toujours voulu faire de la BD. Et plusieurs moments où je me suis retrouvée à la porte d'un appartement avec mes valises du jour au lendemain où j'ai plus rien. Et effectivement, pendant 3 ans, c'était objectif thune, en mode on met de l'argent de côté, on fait attention. Moi, je me souviens que tu disais un truc, c'est que moi, je veux ma maison. Et ensuite, je pourrais me lancer dans la BD. Ouais, je me suis fait licencier du jour au lendemain pour des prétextes fallacieux. De ça, effectivement, moi j'ai fait, ça a été grosse rechute en dépression et puis une rechute sévère. Je pense que vous avez aucune idée de ce que c'est d'aller mal au point où te lever le matin est dur. Le truc, c'est que la seule personne qui croit pas en moi, c'est moi en fait. L'intégralité des gens autour de moi. Et à commencer par toi, par Adrien. Moi j'étais en mode attends, faut que je reprenne un travail, absolument, objectif thune, voilà, on y revient. Et il m'a fait non mais t'as jamais été au chômage de ta vie. T'as jamais eu l'occasion de prendre un petit peu de temps pour toi. Mais même j'étais en mode je m'en fous, je vais rebosser en restauration, je m'en tape. J'ai 10 ans de restauration, je retrouve du boulot comme ça, je m'en fous. Et c'est là qu'Adrien m'a dit mais en fait, il faut que aussi que tu penses à toi. Et là en fait, tu n'auras pas des occasions comme ça toute ta vie. C'est clair. Là c'est le moment d'essayer de monter quelque chose. Sinon tu le regretteras. C'était peut-être un peu hardcore à l'époque, mais je me disais, c'est peut-être une des meilleures choses qui te soit arrivée de ta vie, c'est d'être fait virer de ça, parce que tu vas être obligé de te confronter à la BD. On a l'impression que c'est super important d'avoir un entourage sain dans la création pour aller à fond. Un jour j'ai posté un vendredi, et la BD a un peu marché, je me suis dit, tiens, si je postais vendredi prochain. Alors en vrai, pour l'algo, si tu postes une fois par semaine, franchement c'est pas mal. Oui c'est ça, je suis arrivée à 10 000 abonnés je pense en un an. Mais c'est pas venu d'un coup, en fait ça a été assez... J'ai eu des petits moments de push quoi, mais globalement ça a été assez sur la longueur. Faire avant tout un truc qui te plaît, parce que si tu veux que ça marche et que tu veux y investir du temps, autant que ça te plaise quoi. Il y a ce moment effectivement où t'es à 10K et tu racontes un peu ton année en BD, et là il y a une explosion. À un moment donné j'ouvre mon téléphone et je fais Adrien, j'ai gagné 20 000 abonnés. Il me fait mais comment ça t'as gagné 20 000 abonnés? Mais j'ai gagné 20 000 abonnés en une semaine. Mais quoi? Bienvenue dans mon atelier rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement de Paris. Alors ici, c'est génial parce qu'on fait plein de choses. On fait du dessin, on crée des livres et aussi depuis peu, on édite des livres grâce à la maison d'édition TTC Édition. Aujourd'hui, je suis vraiment trop heureux de recevoir Macha dans cette émission qui s'appelle L'Art des Rencontres. Bienvenue Macha. Merci. Franchement, je suis trop content que tu sois là. Ça fait 10 ans qu'on se connaît maintenant. Oui. C'est une longue amitié. Enfin, moi, quand je suis arrivé à Paris, t'es une des premières personnes que j'ai rencontrées dans des soirées de bande dessinée qui s'appelaient La Bande des Idées. Ouais, on s'est rencontrés à la BD. C'est vrai, c'est des super soirées. D'ailleurs, j'encourage les gens à y aller, où il y a des chroniqueurs, des chroniqueuses qui vont au Loup Pascalou et qui parlent de livres, et puis il y a des débats, et avec plus ou moins de bonne ou de mauvaise foi. C'est trop bien. Moi, franchement, je t'adore, Macha, parce que franchement, t'es quelqu'un qui est vraiment tout le temps à fond, qui est multicasquette, qui sait faire plein de choses. T'es quelqu'un qui a eu déjà plein de vies, que ça soit déjà pendant tes études et puis après. Est-ce que tu peux nous raconter un peu justement toutes tes multicasquettes, un peu tes multivies, tout ce que t'as un peu fait ces 10-15 dernières années, parce que c'est énorme. Ouais, je suis très gênée parce que j'ai l'impression que moi c'est un peu un ramassis de plein de trucs très différents, parce qu'effectivement j'ai le côté, en fait c'est plus que multicasquette, effectivement c'est plus plein de vies un peu différentes, puisque moi je viens de, comme tu le sais, de Picardie. J'ai grandi entre Chantilly, Gouvieux, Aury-la-Ville, Senlis, c'est toutes ces villes-là, de ce coin de l'Oise là. Et j'ai commencé à travailler à 16 ans. Alors, pas en mode, c'est pas dans les chaumières, hein, tout le monde bossait à cet âge-là, à 16 ans, pour aller avoir son argent de poche, pour aller se prendre des cafés avec les copains. C'est juste que mes parents m'avaient dit, écoute, tu veux de la thune, tu travailles. Et ils ont eu très très raison. Parce que, effectivement, en fait, le seul truc que j'avais trouvé à bosser, c'était de bosser dans des restos comme serveuse.
Et alors c'était pas très très légal, hein, c'était un peu... T'avais 16 ans? Ah j'avais non, 16 ans, j'avais pas 16 trop le ans, droit. Si, ça va à 16 ans, ça le fait. Va. Mais en vrai, ça m'a appris à être assez responsable. Et très vite, du coup, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à... je continuais toujours le lycée à côté, hein, c'était vraiment mon argent de poche. Hein. Ça, c'était... c'est que je faisais de la garde d'enfants aussi, mais comme tous les mômes de la Terre de cette époque-là, quoi. Et par contre, la restauration, c'est dans le sens où en fait, j'ai payé mes études tout le long en bossant en restauration, en fait. C'est-à-dire que ce qui m'a... En fait, ces tout petits jobs que j'ai fait entre mes 16 et mes 17-18 ans dans l'Oise, en fait, ça m'a permis ensuite, quand je suis arrivée sur Paris, de déposer des CV en loose day dans les restaurants pour dire vous avez pas besoin d'une serveuse et tout, je maîtrise un peu, c'est pas ma première expérience. Et finalement, ça m'a permis d'avoir des jobs assez rapidement sur Paris qui me permettaient en fait de, alors pas payer intégralement mes études parce que c'est pas assez bien payé la restauration et que j'ai fait une école très chère, mais ça m'a permis au moins de m'assurer un rythme de vie et de pouvoir rester en fait même dans une chambre de bonne minable, d'être sur Paris, et c'est très con, mais en fait quand tu le sais toi-même, quand on fait de l'art, pouvoir aller à des expositions, à des vernissages, faire des soirées, rencontrer des gens. Enfin, c'est un milieu où on a besoin de voir du monde. Enfin, c'est très con, mais en fait, nous, on est en train de monter une maison d'édition, on est en train de faire des BD ensemble, on a plein de projets ensemble, et on fait ça. On s'est rencontrés où? Dans une soirée à Paris qui parle de bande dessinée. C'est vrai, on s'est croisés enfin, il y avait des libraires, il y avait des auteurs, il y avait des éditeurs, et c'était un peu le point de départ pour nous de rencontres, et c'est encore des gens qu'on voit aujourd'hui, en plus, avec Totalement. qui on bosse. Et justement, tu disais que donc, tu te faisais un peu d'argent de poche en Picardie, etc. Puis tu as fait des études. Alors, t'as pas fait des études d'art tout de suite. C'est vrai. Vers quoi tu t'orientais à la base? Alors, comme tous les étudiants, comme tous les mômes au lycée qui ont des très bons résultats scolaires... On peut faire vétérinaire. Ah non. non. Pourtant, j'adore les animaux, surtout les chats. Mais en fait, comme tous les mômes qui ont, je pense, une bonne moyenne générale, un bon résultat scolaire, plus 15-16 de moyenne générale, mais qui... en fait, moi je déteste les maths, mais vraiment, en fait, c'est un truc en termes de logique. Je vois les chiffres comme des visuels. Mais du coup, quand ces mômes-là, on leur dit tu veux faire quoi et que tu dis j'aime pas les maths, on me dit tu vas faire du droit. Mais du coup, j'ai fait ça et j'ai adoré les 2 premières années de droit. J'ai trouvé ça fascinant parce qu'en fait, la première année surtout, mais également deuxième année, c'est pas vraiment ce qu'on va appeler alors c'est du droit, mais c'est pas extrêmement précis. C'est pas je connais tous les articles, je sais exactement de quoi, enfin je suis super spécialiste dans tout, parce que en fait les juristes sont pas spécialistes dans tout, c'est des années généralistes la licence, et après tu te spécialises en entrant en master. Donc en gros ça ressemblait plus à comment fonctionne notre société vis-à-vis du droit. C'est l'histoire de la politique française, très bêtement, parce que la politique et le droit sont extrêmement liés. C'est l'histoire de pourquoi on a ce type de débat sur l'avortement, sur le mariage homosexuel, sur la réforme de la garde à vue, toutes ces choses-là. En fait, c'est des sujets de société qui se retrouvent dans le droit. Et en fait, le droit est, il est si intimement lié à la société que l'étudier, c'est étudier la société, c'est étudier nos mœurs, c'est étudier comment on fonctionne en tant qu'être humain en ensemble. Et moi, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Je voulais faire Sciences Po à la base et j'y suis pas allée finalement parce que je pensais que j'avais pas le niveau. Et je pense que t'aurais pu y aller la vue. Mais du coup, voilà, j'ai adoré ces années de droit. On te sent encore un peu dedans parce que, bon, je sais pas si on peut le dire, mais tu fais une BD actuellement de vulgarisation du droit français. Donc ça apparaîtra chez Point Nemo, qui est une nouvelle maison d'édition aussi qui vient de se bâtir. Mais ça, c'est encore un autre projet. Exactement. Pour continuer, toi, tu t'es directement orienté sur Penningen, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, quand j'ai su, en arrivant en 3e année et en commençant à me frotter à tout ce qui est procédure, donc ce qui n'est plus de l'étude de la société, c'est vraiment du droit très technique, je me suis dit en fait c'est pas ça que je veux faire, c'est pas du tout ce que j'aime. Moi en fait ce que j'aime c'est la théorie, c'est le fonctionnement avec le reste de la société, le droit en tant que tel ne m'intéresse pas. Et ça m'a rendu un peu triste, du coup moi, je n'ai pas continué, mais il fallait absolument que je trouve autre chose, et ça a été un peu difficile parce que je me suis dit qu'est-ce que j'aime faire. Et en fait c'est une question qui est difficile de se poser, surtout quand t'as pas 18 ans, t'en as 23, donc en plus déjà t'as l'impression d'avoir perdu du temps, ce qui est faux. Aujourd'hui je me rends compte que c'est inestimable le savoir que j'ai appris pendant ces années-là, et surtout la rigueur de travail, parce que bon tu peux faire normal sup, t'as une rigueur de boulot quand tu sors quoi. Mais
effectivement, je me cherchais et je me suis dit, en fait, je suis revenue aux bases en me disant qu'est-ce que j'aime dans la vie. Et effectivement, dessiner et surtout écrire des histoires, plus que dessiner. Parce que, en fait, c'est très drôle. Ma grand-mère m'a dit, quand elle retrouvait des dessins de moi, elle me fait, tu faisais pas des dessins, tu faisais des BD. Genre, tu savais pas ce que c'était la BD, mais tu faisais de la BD quand t'étais petite. Tu n'arrivais pas à t'exprimer autrement qu'en faisant des personnages qui parlaient avec des bulles. Et je lisais très peu de BD à l'époque. J'avais juste, effectivement, je me souviens, c'était mon père qui me l'avait filé. J'avais un vieux Astérix et le domaine des dieux. Ouais. Qui est très très bien d'ailleurs. Et j'avais aussi plein de Boule et Bill. Mon père adorait Boule et Bill, donc j'avais récupéré tous ces Boule et Bill tout poussiéreux que je lisais. Alors qu'aujourd'hui, je trouve ça un peu nul, Boule et Bill, pour être honnête, c'est pas mon del. En fait, c'est con, mais depuis que j'ai découvert Calvin et Hobbes, j'ai fait ok, en fait, Boule et Bill, c'est nul. Du coup, tu fais Penningen. On reviendra plus tard vraiment à la pédagogie de Penningen et tout, parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire. Ouais. Mais toi, ensuite, tu as fait plein de boulots assez différents. Tu as été illustratrice, tu as fait un peu de direction artistique aussi. Tu as bossé dans l'édition, tu as bossé dans aussi de l'animation, le motion. Enfin, tu as touché vraiment à tout. Tu es un véritable couteau suisse, quoi. C'est énorme. Alors, en fait, il y a tellement de choses que moi j'ai l'impression de pas savoir. En fait, c'est très bête, mais il y a un peu ce truc de plus tu sais des trucs et plus t'as l'impression de rien savoir du tout. Et en fait, j'ai un peu ce truc-là, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé fabriquer des trucs. De manière générale, je suis quelqu'un d'assez manuel. Et effectivement, en sortant de Penningen, on reviendra un peu sur Penningen après, mais oui, j'ai fait Penningen, mais en sortant de Penningen, j'ai été directement bosser en maison d'édition. Jeunesse, j'ai travaillé pour Manière Vubert. Donc Manière Vubert, c'est les cahiers de vacances, mais c'est aussi plein de de romans pour enfants, pour adolescents, plein de livres de contes, d'histoires, et j'ai beaucoup aimé bosser pour Manière Vubert. On était une toute petite équipe de meufs et c'était trop cool. J'ai beaucoup aimé bosser en jeunesse. Et puis en plus, Manière Vibert, c'est sur les locaux d'Albin Michel. Donc c'était hyper cool aussi d'évoluer dans les locaux d'Albin Michel, de rencontrer des gens de chez Albin Michel. C'était hyper cool. Mais le problème, c'est que l'édition, ça paye très 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 mal. Et du coup, oui, j'y bossais, j'y bossais comme directrice artistique. Mais l'édition, ça paye très mal. Donc je me suis dit, j'ai peut-être envie d'aller voir si je peux pas trouver du boulot. Alors c'était très con. Mais je voulais faire une expérience en agence. Donc quand on bosse en direction artistique, j'avais envie d'avoir cette expérience particulière qui est de bosser comme DA au sein d'une agence. Donc agence, à savoir de communication, de publicité. Donc de travailler pour des grosses marques, pour des grosses marques, voir un peu ce que ça donnait pour avoir cette expérience-là. Aujourd'hui, je déteste, je sais pas tout ça. Mais c'est vrai que tu t'es souvent orienté vers des choses assez exigeantes qui demandaient aussi beaucoup de rigueur, voire, enfin pas dans le luxe, mais un peu des fois des trucs qui étaient assez compliqués quand même, avec un niveau d'exigence assez gros, quoi. Alors au début, c'est un peu après, mais effectivement, au niveau de l'agence, j'ai bossé chez Oura. Qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était une agence qui n'existe plus. Si, il me semble qu'il y a une partie qui existe encore, mais je suis pas assez renseignée. Donc c'était une agence de communication et de publicité spécialisée dans le jeu vidéo et dans l'e-sport. Donc l'e-sport, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est le jeu vidéo compétitif. Ok. Voilà, donc c'est les grosses équipes qui se mettent dessus sur les majors, sur Counter-Strike par exemple. C'est ce genre de choses. Donc c'était hyper intéressant parce que je connaissais bien le gaming, ayant toujours joué aux jeux vidéo depuis que je suis toute petite avec mes deux frères et seule. J'ai toujours aimé ça. Mais l'e-sport, c'était un autre domaine pour moi. Je connaissais moins et je me suis mis dedans vraiment à ce moment-là. J'ai aussi rencontré mon futur mari, Adrien. Salut Adrien. Salut mon chat. Qui, lui, travaille toujours dans l'e-sport et le jeu vidéo. Du coup, ça étant fait, ayant fait mon expérience là-bas, parce que j'ai fait je bossais pour 2-3 grosses marques. J'ai travaillé pour Renault. J'ai travaillé pour qui d'autre, pour Omen, qui est une marque de constructeurs d'ordinateurs. J'ai travaillé pour Lyon Céréales, des trucs, quelques marques comme ça. Et c'était super intéressant. Ça m'a permis de voir ce que c'était aussi de bosser avec des très grosses marques, tout simplement, pour leur faire de la communication visuelle. Du coup, j'ai fait de la DA, mais j'ai fait du motion, j'ai travaillé sur de la slide à balle, enfin tout ce que tu fais dans une agence, quoi.
Et après ça, je me suis mis en indépendante parce que j'avais besoin, je voulais tester ce que c'était d'être indépendante. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé, j'ai continué de bosser avec des agences, mais en agent externe. Et j'ai commencé aussi et surtout à retravailler dans l'édition et à travailler pour une maison d'édition qui s'appelle Cassie, qui travaille beaucoup avec Rizzoli New York notamment. Donc là, j'ai commencé à travailler sur des livres d'art et c'était absolument passionnant. Ouais, c'était très dur parce que on travaillait sur des livres d'art et de luxe. Qui mettait 1 an de production des fois, voilà, mais juste pour la composition, il y avait toute la matière, mais c'était pour le graphisme et tout. Il y avait beaucoup de retours, je me souviens. Non, c'était très exigeant. Ouais. C'est des domaines où tu n'as pas le droit à l'erreur, où tu dois être extrêmement rigoureux toi-même. Donc moi, je suis quelqu'un d'assez psychorigide, comme je le dis souvent. Je crois que c'est le mot qui te définit plus, pas psychorigide, mais c'est la rigueur. Moi, je trouve que t'es vraiment un exemple de rigueur. Et moi, je pense que je suis un exemple de psychorigidité, mais après, t'es une psychopathe, en fait. Je suis une psychopathe. Non, mais il y a un côté où j'ai besoin que les choses soient bien à leur place. Ouais, que ça soit carré et tout, quoi. J'ai vraiment l'air d'une zinzin quand je dis ça, hein, je suis désolé. Ce qui est ouf, c'est que, moi je voyais un peu tout ce que tu faisais. En plus, souvent tu mêlais des fois aussi du dessin, de l'anime, même des fois avec ton style. Et tu l'as jamais trop montré en public. Quand même, pendant que tu faisais tout ça, parce que c'est 10 ans de gros boulot, tu faisais de l'illustration, tu t'essayais déjà un petit peu à faire du strip humoristique, donc avec les poules à l'époque, etc. Et puis voilà, tu continues à bosser, mais voilà, ça c'était vraiment avant de faire tes strips de bande dessinée, parce que ça fait 1 an que tu publies de manière hebdomadaire des strips autobio, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a aussi pas mal changé ta vie, totalement actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment t'en es arrivé à faire ces strips de BD sur Instagram? En fait, c'est très. J'ai toujours voulu faire de la BD, et le truc, c'est que comme je viens pas d'un milieu pauvre, vraiment pas, ce serait vraiment complètement abusé de dire ça. Par contre, je viens pas non plus d'un milieu extrêmement privilégié, et j'ai toujours eu ce truc de. Il faut travailler pour être stable, et une fois que tu es stable, tu vois ce que tu veux faire, et tu peux monter des choses, tu peux avancer sur des projets plus créatifs, plus personnels. Mais il y avait cette espèce de truc, j'ai toujours eu envie et besoin, ressenti plutôt plus besoin qu'envie d'ailleurs, d'être stable. Il y a, même dans ma vie personnelle, il y a plusieurs moments où je me suis retrouvée à la porte d'un appartement avec mes valises du jour au lendemain, où j'ai plus rien, et il faut que je dois trouver une chambre de bonne en urgence avant de commencer Penningen, par exemple. Et il y a des trucs où c'est important pour moi d'être stabilisé financièrement pour pouvoir avancer dans ma vie de manière générale. Et le truc, c'est que c'est pour ça que j'ai hésité hyper longtemps, et que j'ai mis longtemps en fait à faire de la bande dessinée, parce que on le sait, en tant qu'auteur et autrice, on le sait très très bien, c'est un milieu extrêmement précaire, tu ne sais pas de quoi demain est fait, et pour moi, je me suis toujours dit, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire parce que tu peux pas te permettre de rater. Donc, sécurise-toi avant de le faire. Et j'ai failli, en fait, ne jamais faire de bande dessinée pour des raisons de précarité. Raison d'ailleurs pour laquelle il faut impérativement, là, il y a une loi qui est discutée en ce moment au niveau du Parlement, donc pas le Sénat, mais j'ai plus de cerveau. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, pardon. Donc voilà, qui va être en discussion à l'Assemblée nationale par rapport au statut d'artiste-auteur, notamment parce que il y a un réel besoin de créer un système dans lequel les artistes-auteurs puissent avoir de la continuité de revenus entre deux projets. Okay. Mais le statut d'intermittent, c'est un statut qui est pas parfait. Mais par contre, quand tu as fait tes heures et qu'entre deux projets, tu peux avoir une continuité de revenus. Et les artistes-auteurs n'en bénéficient pas. C'est vrai que nous, on n'a rien, on n'a aucun régime du tout, spécial, on n'a pas trop d'assurance maladie, on n'a rien. En plus, tu as des organismes comme la GESA qui perd 10 ans de cotisation d'auteur de BD. Pardon, et en plus de ça, c'est genre, ça va être notre faute. Genre, les mecs, ils sont vraiment en mode Eh ben alors, on n'a pas de retraite, hein. C'est genre, merci, mais quel enfer, quoi. Ah oui, j'avais ça devant moi. C'est genre, et alors les pauvres, on est pauvres, on n'a pas de retraite. C'est genre, mais quel enfer, quoi. Enfin, on est déjà une population qui est extrêmement précarisée.
C'est-à-dire que sur le prix d'un livre, on va toucher 8%. Super, merci beaucoup. Genre, c'est quand même nous qui l'avons porté le truc. Et en plus de ça, maintenant, il y a quand même tout un système où... Avant, t'avais des maisons d'édition qui s'occupaient de la communication, qui prenaient soin des bouquins. Ouais, c'est un peu moins le cas, j'ai l'impression. Non, ouais. mais ça dépend le projet, quoi. Ça dépend du projet. Mais encore une fois, quand on sait l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui sur la vente et la vente d'un bouquin, quand on sait à quel point, et moi je le vois, c'est-à-dire que nous on fait notre maison d'édition, enfin on travaille sur une maison d'édition ensemble et sur un projet éditorial ensemble qui est la BD que je vais faire bientôt avec TTC. D'ailleurs on va en parler. Ouais. On va en parler après. Mais quand on sait le travail de communication et de marketing qui en fait sur mes épaules. Oui, c'est ça. C'est la vitrine du bouquin, c'est moi. Et en fait, les maisons d'édition ne prennent pas ça en compte. Alors que c'est comme si tu avais un espèce de truc où l'auteur a de plus en plus de rôles, l'auteur-l'autrice, et les maisons d'édition, elles continuent de garder... Enfin, les maisons d'édition, c'est, encore une fois, not all maisons d'édition, hein, c'est plutôt de manière générale, on a tendance à avoir un système où les auteurs et les autrices continuent d'avoir cette même part. On continue de proposer des contrats ridiculement bas avec des avaloirs inexistants à l'échelle du travail produit, et c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ça, j'aimerais un jour faire une émission entièrement consacrée à ça, parce que nous, c'est vrai qu'avec TTC Édition, on essaye de recréer Enfin, on réinvente pas la roue. Il y a des gens qui font ce modèle avec des ventes un peu alternatives qui squeezent justement le côté diffuseur, distributeur, etc., qui prend énormément d'argent. Et puis le côté éditeur aussi, qui normalement devrait faire de la com, mais qui le fait pas. Donc... Bon, nous, on va également le faire, mais c'est aussi une part de l'auteur qui le fait. Un peu comme Exemplaire Édition, tu vois, toi en plus tu bosses un peu avec eux. C'est un peu un appel, j'aimerais bien un jour qu'on fasse vraiment... Enfin, qu'on parle de tout ça avec par exemple Lisa Mandel et Marion Amir-Gagnan. Parce que c'est super passionnant et j'ai l'impression que le marché, le modèle du livre va vraiment changer dans les années qui viennent et se calquer un peu sur ces modèles. Mais en tout cas, tout ça pour dire que effectivement, ce souci de précarité, ce souci matériel, financier, tu t'en es énormément préoccupé et ça te bloquait effectivement pour faire de la BD. Donc tu t'es enfoncé quelques années, je sais, dans un boulot en CDI, etc., pour construire justement cette stabilité. Une stabilité. Donc ça nécessite un peu des sacrifices. C'était un peu dedans, mais ça s'est pas passé comme prévu en fait. Ah non, c'est ça. Moi, c'était vraiment objectif thune pendant 3 ans. Quand j'étais, effectivement, quand on s'est mis ensemble avec Adrien, je commençais dans ce CDI. Et effectivement, pendant 3 ans, c'était objectif thune, en mode on met de l'argent de côté, on fait attention, on va déménager pour essayer d'économiser. Puis comme ça, on va pouvoir commencer à avoir une stabilité financière ensemble, à deux aussi, parce que bon, il y avait aussi le truc de je me lançais dans une aventure sentimentale, je savais pas où ça allait. Aujourd'hui, je sais où ça va. Bien sûr. On est bague au doigt, on prépare un mariage, donc trop cool, ça va. Je suis encore un peu, je suis à peu près. J'espère que ça va continuer comme ça. Moi, je me souviens que tu disais un truc, c'est que moi, je veux ma maison. Et ensuite, je pourrais me lancer dans la BD. Mais c'est vraiment ça. Mais c'est vrai, je veux ma maison, je me lance dans la BD. Donc, c'est un peu cassé la gueule, j'ai l'impression, ce truc-là. Ouais, je me suis fait licencier du jour au lendemain pour des prétextes fallacieux. Personnellement, je suis quelqu'un qui a... j'ai un terrain propice à la dépression, puisque j'ai déjà été en dépression, j'ai déjà été en burn-out avant ça. Et j'ai un trouble anxieux qui est tout le temps là, hein. Tu vis avec. Moi, je suis sous antidépresseur, c'est-à-dire que c'est un truc que j'ai depuis longtemps. Attends, j'ai un autre antidépresseur pour toi. Ah ouais. Attends, je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Attends. Tiens, regarde. On en reparlera, mais c'est du flan. C'est du flan, je crois que c'est un des plats préférés de Macha. C'est mon dessert, c'est un de mes desserts préférés. Là, j'en ai même pris pour le cadreur, sachez-le. Le cadreur sera payé en flan. Tu veux une assiette, un truc ou Non. Super. Mais du coup, voilà, ça se passe pas comme prévu, etc. Ouais. Donc là, toi, je me souviens, c'était il y a un peu plus d'1 an. T'es vraiment pas bien. Tu te dis putain, j'ai travaillé pendant tant d'années. Mais pour surtout construire un truc et tout, et ça se passe pas bien. Enfin, c'est chiant. Non, mais quoi. surtout, la plus grosse blague, c'est que Adrien, en fait, il était au chômage depuis un moment, et il venait de trouver son boulot actuel. Et le jour 1 où il commence son taf, moi, je reçois la lettre qui dit que j'ai plus de travail.
Mais en fait, c'était un peu. Aujourd'hui, on en rigole avec Adrien, mais sur le coup, on était vraiment pas bien. Mais il me dit, c'est quand même comique, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on essaie d'avoir une stabilité. Le jour où ça y est, c'est bon, on a tous les deux une stabilité, on va pouvoir commencer à réfléchir. On se disait presque, en fait. À deux, on avait presque assez de côté et assez mis dessous ensemble pour pouvoir acheter, alors pas du tout sur Paris parce que non, mais pour commencer à regarder, pour peut-être acheter, on regardait presque près de chez mes parents dans l'Oise, on regardait en banlieue un peu plus loin, on se disait pas acheter un truc démentiel, mais en fait se dire au moins on aura une forme, bien quoi. Voilà, avoir une forme de stabilité qui nous permet chacun ensuite, lui par exemple, de passer en indépendant. Aussi de son côté et chacun travailler en indépendant parce qu'on sera plus parce qu'en fait effectivement c'est pour celles et ceux qui ne vivent pas sur Paris, si vous n'avez pas de CDI à Paris, vous ne pouvez pas trouver de logement en location et un logement de merde ou alors un logement de merde. Tu gagnes 4 000 € par mois, tu peux avoir qu'un 22 mètres carrés. 22 mètres carrés, voilà, c'est merveilleux. Mais venez quand même à Paris, c'est trop bien. Non mais venez à Paris, c'est trop bien. quel bonheur. Du coup, but anyway, on parlait de ça, effectivement, moi j'ai fait, ça a été grosse rechute en dépression et puis une rechute sévère, celle où j'ai eu besoin, par exemple, j'ai été pris en charge dans un CMP qui est un centre médico-psychologique assez vite parce que effectivement, en fait j'étais voir un médecin généraliste qui m'a vu dans un tel état qu'il m'a fait une lettre de recommandation, elle l'a envoyé à un CMP, elle m'a dit vous allez voir un CMP et vous faites suivre immédiatement. En fait c'était peur, c'était grosse peur pour ma santé physique et mentale, telle qu'il fallait que je sois elle a tout fait pour que je sois pris en charge. En plus c'est arrivé genre mi-juillet, donc t'arrives sur août, c'est l'enfer, il y a rien, tu peux rien faire. Enfin, j'ai dû attendre septembre pour être pris en charge, ce qui est... Enfin voilà, c'était quand même pas facile. Heureusement. On remercie pas Macron pour l'hôpital public. Par contre, on remercie énormément tout le personnel des centres des médico-psychiatriques qui, les infirmières et les infirmiers sont exceptionnels de patience. En tout cas, moi, j'ai été extrêmement bien reçue, extrêmement bien accompagnée par des gens qui étaient vraiment à l'écoute. T'as tellement besoin de ça dans ces moments-là. Vraiment, moi j'ai un souvenir... de la personne que j'ai eue au téléphone pour prendre rendez-vous au CMP, qui a été d'une douceur et sur des trucs très cons, mais par exemple c'est très bête, mais en fait tu commences à aller tellement mal que plus rien n'a de sens. Par exemple, je me souviens au téléphone, elle me disait mais est-ce que vous êtes fumeuse? Et je lui disais j'avais quasiment arrêté, mais là j'ai repris, et j'étais en train de commencer à chialer sur ça, quoi. Vraiment, on était à rien. Je pouvais plus. Enfin, la moindre chose, je culpabilisais. Je me disais, mais c'est ma faute, je suis vraiment la dernière des merdes, en fait. Et la meuf au téléphone me disait, non, mais une chose à la fois. Si vous avez besoin de fumer une clope, vous fumez une clope. Vous bouffez une part de flan. Vous bouffez une part de flan, exactement, tu vois. Et ouais, effectivement, c'est vraiment des. Encore voilà, je ne vais pas plus loin, mais merci vraiment à ce personnel-là d'être aussi bien formé et aussi pertinent pour les gens comme moi qui vont pas bien. C'était vraiment très bien. Mais du coup, voilà, donc je vais très mal. Et je discute avec ma nouvelle psychiatre, du coup, qui me dit mais en fait, est-ce que vous avez des choses qui. Enfin voilà, on parlait un petit peu. Et je lui dis moi, j'adore dessiner, ça me fait du bien. Elle me fait vous savez, vous devriez peut-être. Si c'est ce que ça vous plaît. Et je me dis je commence à redessiner 2-3 petits trucs dans des carnets pour moi. Et de toute façon, j'ai rien de mieux à faire. Je suis défoncée. T'étais au pied du mur, en fait, tu te disais en fait, il y a que ça. De toute façon, t'allais être au chômage. Incapable de reprendre un travail. Ouais, bien incapable. Sûr. Moi, le truc, c'est que ouvrir mon CV pour le refaire, j'étais en train de m'effondrer, j'y arrivais pas. Ouais. Moi, quand je t'avais vu dans cet état il y a un peu plus d'1 an, alors j'avais de la peine, mais je me disais franchement, et je t'avais dit, mais c'était peut-être un peu hardcore à l'époque, mais je me disais c'est peut-être une des meilleures choses qui te soit arrivée de ta vie, c'est d'être fait virer de ça, parce que tu vas être obligé de te confronter à la BD. En plus, toi, t'avais déjà un super niveau, t'étais à fond, etc. Et je me suis dit, ça ne peut pas ne pas marcher tellement. Oui. Enfin, de mon point de vue, après, toi, tu le ressentais pas comme ça, tu vois, mais moi, je me disais, il y a vraiment un truc. Et c'est vrai que quand je t'avais dit ça, t'étais un peu choqué, tu disais... Donc surtout que j'étais incapable de... En fait, j'étais surtout incapable de... Le truc, c'est que la seule personne qui croit pas en moi, c'est moi, en fait. Bien sûr, mais... C'est ça, le problème. C'est-à-dire que l'intégralité des gens autour de moi... Et à commencer par toi, par Adrien. Surtout qu'Adrien, c'était un des premiers trucs qu'il m'a dit. Et d'autres encore. Parce que Adrien, moi j'étais en mode attends, faut que je reprenne un travail, absolument. Objectif thune, voilà, on y revient. Et il m'a fait non, mais t'as jamais été au chômage de ta vie. T'as jamais eu l'occasion de prendre un petit peu de temps pour toi. Pour
déjà digérer ce qui vient de passer, parce que quand même t'es pas en état de reprendre un travail. Alors que moi j'étais en mode c'est pas grave, mais même j'étais en mode je m'en fous, je vais rebosser en restauration, je m'en tape, j'ai 10 ans de restauration, je retrouve du boulot comme ça, je m'en fous, il faut que je nous aide en fait et c'est là qu'Adrien m'a dit mais en fait il faut aussi que tu penses à toi, et là en fait tu n'auras pas des occasions comme ça toute ta vie. C'est clair. C'est pas possible, et là c'est le moment d'essayer de monter quelque chose sinon tu le regretteras. Je fais une petite parenthèse parce que cette émission s'appelle L'Art des rencontres, et donc c'est un hommage à Pierre Barrou, c'est un poète et chanteur que j'adore, et lui il avait une formule qu'il appelait la vertu des impondérables, c'est-à-dire il t'arrive un truc horrible vraiment qui te met à terre, et en fait souvent c'est vertueux parce que ça t'oblige à débloquer une autre situation, ça t'oblige à aller vers quelque chose parce que si quelque chose n'a pas marché, qui s'est effondré, c'est qu'il y a des fois aussi des raisons, et ça va t'obliger à te recentrer sur toi, etc. Et toi, c'est trop bien parce que t'as saisi l'opportunité, et en même temps, j'ai l'impression que tu l'as saisi parce qu'à ce moment-là, t'avais un entourage qui était assez sain aussi. J'ai l'impression que c'est super important d'avoir un entourage sain dans la création pour aller à fond, parce que dans d'autres cas, t'aurais pu ne pas saisir cette perche aussi de... Ah totalement, moi je pense que très simplement, si j'avais pas tous mes amis autour de moi, et si j'avais pas, c'est très con hein, mais si j'avais pas Adrien, enfin si j'avais pas, voilà, c'est très con, je suis désolé, je parle. On mettra une photo d'Adrien. On mettra une photo d'Adrien, non. Non. on la mettra avant toute l'émission. Il sera là, Adrien. Il sera là, non, en une seconde il sera là. Mon futur mari. Mais oui, sans lui, il m'a énormément soutenu, et en fait moi qui ai toujours eu en fait des relations pas forcément ouf, et puis en plus qui jamais eu vraiment beaucoup confiance en elle, avoir quelqu'un en fait qui a confiance en toi pour toi, qui te soulève pour que t'arrives, enfin voilà, qui est là pour, enfin vraiment qui n'a pas de choses derrière la tête, qui est vraiment là pour t'aider parce que profondément il tient à toi. Ça m'a fait énormément de bien. C'est une stabilité à la fois financière que j'avais, parce que je n'étais pas toute seule, donc financièrement j'étais soutenue. Mais en plus de ça, j'avais une stabilité émotionnelle. Alors, pas de moi-même, parce que moi j'étais effondrée, mais par un tiers, par la personne avec qui je vis, qui me soutenait tellement émotionnellement que je me suis dit, en fait, je peux le faire. Je peux me laisser un peu porter par ça. Il faut que j'arrête là, j'ai le droit d'avoir peur, mais c'est dommage de ne pas se lancer. Et je suis contente qu'effectivement on m'ait poussée, et je suis contente d'avoir trouvé les ressources pour le faire aussi, parce que y a des gens, ils vont trop mal et ils n'y arrivent pas hein. C'est courageux, t'as pris aussi de la force en toi, tu l'as remonté. C'est pas seulement courageux, je pense aussi que il y a des gens qui n'y arrivent pas, et en fait c'est pas une question de courage ni de volonté, c'est une question de, pour certaines personnes c'est trop dur, et je le sais, hein, moi c'est pas la première fois que je fais une dépression, c'est pas la première fois que je vais très très mal et que j'ai des idées noires ou quoi que ce soit, mais c'est pas, et à chaque fois en fait les gens nous disent ah mais toi t'es courageuse, toi t'es volontaire, il y a des gens ils sont pas comme toi. Non, je pense que vous avez aucune idée de ce que c'est d'aller mal au point où te lever le matin est dur, au point où te laver les dents c'est dur, au point où te faire à manger c'est dur. Moi quand j'ai fait ma première dépression, mais j'ai pas mangé pendant 4 jours je pense. Ah ouais. Mais je mangeais rien. Et d'ailleurs ça avait été très c'est un truc qui avait inquiété beaucoup mon entourage, parce qu'effectivement j'avais perdu quelque chose comme 10 kilos en un mois, ce qui est, je suis pas une meuf grosse, donc autant te dire que c'était assez visible. Et en plus de ça, j'étais vraiment, moi qui en plus comme je suis une ancienne anorexique, les gens commençaient à sérieusement s'inquiéter de mon état de santé. Et ouais, c'est pas une question de volonté ou de courage, c'est vraiment une question que y arriver, des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Des fois il faut que t'attendes. Des fois il y a un temps incompressible pour que ça aille mieux. Et des fois même certaines personnes ne vont pas mieux. Hein. C'est pour ça que j'ai accentué sur le côté un peu entourage sain, parce que c'est vraiment j'ai l'impression une condition aussi pour que ça aille. Parce que si tu te retrouves avec, je sais pas, un conjoint, une conjointe qui te soutient pas à ce moment-là, ou des amis toxiques, ou une famille toxique, enfin. Toi la toxicité tu connais bien en plus. Ouais. Moi j'ai fait une BD sur ça, donc. Sur les gens toxiques. Mais du coup. T'as remonté la pente, vous avez remonté la pente, et là tu t'es dit je vais créer un rendez-vous
le rendez-vous du vendredi soir. Ouais, c'était. Pourquoi le vendredi d'ailleurs Parce qu'un jour j'ai posté un vendredi soir et Tu t'es dit, c'est le et je me vendredi. dis ouais voilà le vendredi c'est pas mal, ça me laisse ma semaine. Non, il n'y a pas de grand mythe autour de la BD du vendredi. C'est que un jour j'ai posté un vendredi et la BD a un peu marché. Je me suis dit ah bah tiens si je postais vendredi prochain. Et en fait c'est vraiment pas plus que ça. Il y a aussi Adrien qui m'a dit alors en vrai pour l'algo si tu C'est postes trop une bien. fois par semaine bah franchement c'est pas mal. Et j'étais je me suis dit ah ouais tiens rigolo bah je vais faire ça, c'est une bonne écoute. Comme ça en plus de ça j'ai pas à poster de manière un peu anarchique, je crée un petit rendez-vous, c'est cool. Puis moi ça me permet aussi de je suis quelqu'un, encore une fois je disais psychorigide au début de l'interview, mais j'aime bien que les choses soient dans un petit carré, Ouais, carré, quoi. pour moi en fait j'ai besoin que les choses soient à des endroits spécifiques. C'est comme tu vois, c'est très con, mais j'ai même dans ma cuisine, j'ai besoin que les choses soient à des endroits très spécifiques, sinon en fait c'est pas agréable. Et vraiment je peux j'en deviens assez irritable, j'ai besoin que les choses soient rangées. Non mais je sais que c'est bizarre, je le sais, je suis désolée. Et du coup, t'as fait. Donc, c'est un peu limite une stratégie, tu vois. Il y a un côté, on se lance aussi un peu dans l'Instagram, etc. Ouais, c'était pas forcément volontaire, mais au départ, mais en tout cas, il y a une continuité. Avec rigueur, moi je me souviens, on était allé au festival d'Angoulême ensemble. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, on avait on fait tous les ans le festival d'Angoulême ensemble. Ouais. Mais cette année-là, je me souviens que t'es pas allé une journée au festival. Je fais mais vas-y profite et tout. Elle fait non, je dois faire mon strip du vendredi. Je fais ah ouais, même en festoche moi je l'aurais pas fait. Effectivement, j'avais pris la matinée, je t'avais rejoint je pense vers non, dans vers 16h, je t'avais rejoint vers 16h. J'avais fini à 15h30, je l'avais préparé pour qu'il soit posté automatiquement et après à 15h30 16h, j'étais parti sur le festival genre j'étais admiratif. Franchement, je me suis dit de le faire en festival, bravo. Et du coup, tu peux nous raconter un peu ce que tu racontes tous les vendredis. Qu'est-ce que tu publies parce que c'est autobiographique, mais il y a un peu Alors c'est vraiment, je pense que ça rentre vraiment dans la catégorie, si on va être un peu précis, de l'autofiction, ouais, à savoir vraiment, donc en gros c'est tout est tiré de choses qui m'arrivent, de choses auxquelles je pense, mais avec un côté légèrement romancé pour que ce soit plus percutant. Certaines choses sont brutalement des choses qui me sont arrivées et d'autres sont légèrement romancées. Par exemple le strip que j'ai fait il y a pas longtemps sur le harcèlement de rue, c'est-à-dire que ça s'est pas exactement déroulé comme ça. Par contre le fait que effectivement toute la base y est, c'est-à-dire que je courais, j'ai fini de courir, j'ai commencé à faire des étirements et vraiment, alors c'était pas un mec, c'était deux mecs derrière moi. Et vraiment je faisais mes étirements et d'un coup je regarde des mecs, j'entends des bruits parler genre ah bien et je me retourne et je vois les deux mecs et alors en plus vraiment les deux mecs me regardaient genre tu sais comme des merlans frits, genre un peu gênant, et j'arrive, je fais genre il y a un truc et là un des deux mecs me regarde, non mais continuez, on apprécie la vue. J'étais outré sur 20 de ça. J'étais mais avec quelle audace tu sors ça, frère. Et je me suis retournée, je me suis penchée pour faire un étirement et là en fait j'ai lâché un gigapet. Voilà. Ah oui, tu l'as vraiment fait. Là, j'ai un gros pet. C'est vraiment de l'autobiographie en fait, c'est pas de l'autofiction, voilà. C'est ça, non mais tu vois, la situation est pas exactement ça, mais par contre parce que je l'ai retapé pour que ce soit un peu plus digeste, mais globalement ce sont des trucs qui se passent, des trucs auxquels je pense, et pareil, non mais la vidéo que j'avais fait sur ce qui nous arrivait avec Lenny sur l'embrouille, on s'était fait embrouiller et tout. Ah c'était trop, c'est marrant, non mais c'était hyper. On avait failli mais en plus moi j'étais, je suis trop une comme ça, genre putain. Ah ouais. Lenny qui était choqué parce qu'il me disait mais en fait t'es une vénère. C'était la plus vénère de tous. Mais en fait comment dire, je suis quelqu'un d'assez assez rigolo, calme et tout, mais en fait il y a des moments où j'ai beaucoup de mal avec le fait s'en prendre à des personnes qui sont un peu faibles. Et en fait, moi, il y a un truc où c'est très con, mais voir quelqu'un frapper un chien, comme c'était le cas là. Ouais, c'est vrai que c'était ça. Moi, ça c'est le genre de truc qui me. Ah, ça cringe. Ah, ça me sort de mes gonds. Il y a 2-3 trucs comme ça. Il y a effectivement. D'ailleurs, mais à chaque fois, c'est. quand tu t'en prends à une personne plus faible que toi, c'est. Dans la rue, un mec qui parle mal à sa meuf, j'ai traversé la rue en mode sans regarder, et je lui ai foncé dessus, et j'ai pas. En fait, j'ai aucun instinct de survie à ce moment-là, juste. Je suis même pas en grosse maîtrise de ce qui se passe, juste je n'y arrive pas. C'est des. Mais bon.
j'essaie de me calmer un peu là-dessus parce que je sais qu'un jour ça risque de me retomber sur la gueule, mais j'ai vraiment, dans ces moments-là, j'ai zéro instinct de survie. Je me lance là-dessus comme ça. Bah, te connaissant bien et en lisant tes BD Instagram, c'est vrai que c'est carrément toi, c'est 100% toi, c'est 100% authentique, il y a pas de filtre, il y a pas de masque social, même s'il y a un petit côté des fois romancé pour il faut que ça soit lisible, hein, il faut qu'une BD ça soit lisible. D'ailleurs, j'apprécie aussi que les textes ils soient assez gros, tu vois, je le dis parce que moi j'ai mis les textes assez petits dans ma BD et les gens ils me le reprochent, tu vois, et là toi tu laisses assez, pas mal de place aussi au texte, et c'est un bel équilibre même parce que tu l'écris à la main, donc ça s'inscrit parfaitement dans la BD. Mais là où je voulais en venir, c'est que voilà, c'est toi c'est tes BD, et tes BD c'est toi, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de filtre. Et je pense que c'est pour ça que ça a pris aussi. Est-ce que tu penses que les gens ils ont été plus sensibles, plus réceptifs à ce que tu fais parce que c'est toi qui le ressentent, ou est-ce que tu l'expliquerais ça ou pas? Je pense qu'il n'y a pas de... En fait, c'est... comment dire? C'est très biais du survivant de dire qu'il y a une recette pour le succès, parce que je pense qu'il y a un... Comment dire? Il y a un énorme facteur chance. Après, effectivement, il y a des trucs qui viennent de moi. C'est-à-dire que je sais que le craft, le temps que j'y passe pour que ce soit bien fait, pour que ce soit bien dessiné, des questions mais de composition de base que je me tape dans ma tête avec moi-même sur attends, mais est-ce que je mets plutôt ce haut ici, ou est-ce que je le fais passer à la ligne? Genre vraiment ce genre de questions très très con. Ça, je sais que c'est moi, c'est 100% moi, mais en fait, il y a des fois juste du hasard. Des fois, surtout sur un système comme un algorithme de réseau social, il y a juste des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, tu peux pas le gérer. Et effectivement, tu peux trouver des petits trucs pour optimiser les choses. Par exemple, essayer d'être régulier, de poster au même moment. C'est, comment dire, mais en soi, il n'y a pas vraiment de recette. Je pense. C'est mystique un peu. C'est un peu mystique. Un peu mystique. Et il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Par contre, c'est vrai que je pense que en fait, le gros du truc, c'est que en fait, il faut y investir du temps pour que ça finisse par marcher, parce que moi, ça a pas marché du premier coup. Hein. Ça a mis des mois avant de se. Surtout qu'avant, tu avais fait déjà une première petite BD, mais c'était moins régulier, mais avec les poules justement. Oui, c'était moins régulier. Mais c'était donc ça avait moins pris. Là, tu recommençais encore un truc et avec de la régularité et de la rigueur. Puis tu t'es orienté sur un an vers les 10 000, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis arrivée à 10 000 abonnés, je pense, en un an. Mais c'est pas venu d'un coup. En fait, ça a été assez... J'ai eu des petits moments de push, quoi. Mais globalement, ça a été assez sur la longueur. Ouais, et en fait, je pense qu'il y a un espèce de truc où, pour que ça marche, il faut s'y mettre assez longtemps, il faut être régulier. Et le truc, c'est que si tu ne fais pas un truc qui te plaît, tu n'arriveras jamais à tenir un an sur ça, en fait. Il y a un espèce de truc où si tu veux être régulier, poster toutes les semaines sur un truc qui te passionne, enfin, il faut que ça te passionne, il faut que ça te parle, il faut que ce soit un truc que tu fasses avec plaisir. Parce que si tu le fais en traînant des pieds, en disant ouais, objectif 1000 abonnés, wouhou, ça va jamais marcher. Le public va le voir en fait, et il va le ressentir, je pense. Je sais pas si le public le ressent, mais je pense qu'en fait pour la personne c'est tellement, ça devient tellement une corvée. C'est pas un truc que tu peux tenir dans le temps. Il faut que tu fasses un truc qui te... C'est vraiment très, très bête de dire ça, mais il faut faire un truc qui te plaise. Parce que t'es pas rémunéré pour ça. Parce que moi, je reçois pas de l'argent d'Instagram. Hein. C'est clair. Ce que ça m'a créé, c'est des opportunités de boulot avec des potes, sur des projets, de bosser sur des trucs qui me plaisent. Parce que effectivement j'ai aussi un savoir-faire, là, comme tu disais, je bosse avec exemplaires en fabrication, et je peux monter d'autres projets, je peux aider d'autres potes sur des trucs, donc ça me crée du travail en parallèle, mais Instagram en soi ne me ramène pas d'argent, donc faut un peu avoir ce truc là en tête, de faire ça, faire avant tout un truc qui te plaît, parce que si tu veux que ça marche et que tu veux y investir du temps, autant que ça te plaise, quoi. Sinon c'est horrible, quoi. Sinon tu deviens zinzin, et effectivement après c'est pour ça que je me suis dit, je sais que j'ai des posts qui marchent pas forcément toujours aussi bien et tout. En fait je m'en fous un peu. J'essaye surtout de faire des trucs où je m'amuse bien, juste ce qui est, c'est un, que je m'amuse bien à le faire, et de deux, que ce soit bien crafté. J'ai un espèce de truc où j'arrive pas à me dire que je vais publier quelque chose qui soit pas bien terminé, pas bien dessiné, pas bien fait. J'ai besoin que ce soit
que moi Tu ça sois me satisfait. contente, J'ai besoin d'être satisfaite par ouais, mon propre travail. C'est les deux trucs. Et je pense qu'en fait il y a une forme de satisfaction pour soi-même quand même si le truc il marche pas forcément au top, juste que ce soit j'ai fabriqué un truc, encore une fois je suis quelqu'un de manuel, j'ai fabriqué un truc que je trouve cool, en tout cas j'en suis satisfaite. Je trouve pas que ce soit forcément génialissime, mais j'en suis satisfaite moi-même. Et en fait ça c'est déjà extrêmement c'est très bon pour le moral, c'est-à-dire que c'est pour ça, donc ça m'a Ça t'a reboosté aussi, ça m'a reboosté, cette année de création. c'est ça, mais je pense que même si j'étais pas arrivée à 10 000 abonnés, ça m'aurait quand même comment dire, non, je suis bien au-delà, mais ça m'aurait quand même fait du bien, je pense, de manière générale. Même tu vois, c'est très con, mais en fait je disais j'en parlais avec Adrien, je lui dis mais moi en fait c'était à la base mon objectif, c'était de passer les 2000 abonnés et de me dire j'ai 5000 abonnés et de me dire ah c'est super, j'ai des petits gens qui me suivent, c'est cool. Trop Genre bien. vraiment, moi j'aurais eu ça, j'aurais été hyper heureuse déjà, en fait ça m'allait très très bien. C'est Bon, en ça tout a cas, beaucoup plus marché que prévu, mais c'est vrai que déjà, quand tu avais 5-6 000, enfin, nous on était déjà en train de composer cette maison d'édition. Moi je voyais tous ces strips passer, je me disais, il y a une super matière pour un livre. Toi tu voulais en faire une autopublication à la base, un fanzine. C'est ça. Je fais vas-y, parce que donc là on va faire un livre ensemble, on va publier tout ça pour l'année prochaine. D'ailleurs le titre c'est... Alors le titre, oui, donc le titre du recueil, qui du coup ne sera pas qu'un recueil, parce que je compte prendre des bandes dessinées que j'ai fait sur mon compte Instagram qui ont bien marché, que j'aime, en tout cas moi que j'aime bien, pour les mettre dans le livre, en refaire certaines qui étaient dans un style un peu plus moins abouti que maintenant. Ah, l'exigence. Voilà, pour que ce soit l'exigence et la rigueur. mais pour que ce soit visuellement cohérent. Donc il y a ça, et également quand même faire plein de nouveaux petits strips, parce que mon format en fait sur Instagram c'est beaucoup de strips qui sont entre 16 et 20 cases. Ouais. Et en fait, moi il y a plein de petites histoires courtes que je me dessine pour moi-même, ou que j'ai mis dans ma tête, je me dis ah tiens, je ferais une petite histoire, ça. Tu les mets... Ouais, qui font entre 4 et 10 cases, tu vois, et que je mets pas du coup sur Instagram. Ah oui, parce que toi t'as envie que les gens ils se régalent tous les vendredis, en fait, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Ah ok, mais ça je savais pas. Et du coup, en fait, j'ai plein de mini-strips, de mini-trucs qui se font hyper vite. Et du coup, ça, par exemple, je me dis, ça peut très très bien trouver sa place dans la bande dessinée qu'on est en train de faire ensemble. Et du coup, il y aura plein d'inédits. Ça sera pas que un recueil, parce que aussi moi j'aime bien quand j'achète une BD en ligne de me dire c'est pas uniquement un truc que j'ai déjà lu, sinon je trouve ça un peu dommage. J'aime bien pouvoir découvrir des nouvelles choses, donc ça sera pas un recueil en tant que tel, ça sera des trucs qui ont déjà été publiés, des trucs qui ont été publiés mais refaits en plus beau avec des petits ajouts, et en plus de ça des inédits, donc ça va être un gros truc. Le livre va être génial, il va sortir en mai 2026. Et attends, j'ai pas dit le titre. Vas-y. Alors donc en mai 2026, et ça va s'appeler Poubelle de tête. Trop bien. Là, pendant que vous voyez cette vidéo, eh bien, donc il y a un financement participatif qui est en cours. Il y a des contreparties, il y a plein de choses donc à base de flan, parce que justement le flan c'est quelque chose qui revient beaucoup dans tes bandes dessinées. J'aime le flan. Mais en tout cas, voilà, c'est en cours et on va vous montrer plein de choses justement liées à ça. Revenons un peu justement à ces bandes dessinées, à Poubelle de tête et à tous ces strips. Il y a ce moment effectivement où t'es à 10K. Et tu racontes un peu ton année en BD, et là il y a une explosion. Oui, alors ça, je m'y attendais pas du tout. Mais là, on parlait de trucs mystiques, mais là, je trouve que c'est mystique. C'était mystique, ouais. Moi, j'ai pas compris. Hein. En plus, ce qui était très très drôle, c'est que on partait en vacances juste après avec Adrien. Oui, c'est vrai. En plus, tu l'as pas vécu trop le truc. C'est ça qui est marrant. C'est ça. En fait, on n'avait pas pris de vacances depuis très très longtemps avec Adrien, donc on s'est dit viens, on prend le train, on va à Amsterdam et on va voir des trucs. Il paraît que c'est joli. En plus, on n'était jamais allé. Donc moi, j'avais un peu mis mon téléphone de côté. Je prenais des photos des chats dans la rue, tu vois. Genre vraiment, j'étais en mode loulou, je ne doute de rien. Et après, j'ai commencé. Puis à un moment donné, j'ouvre mon téléphone et je fais Adrien, j'ai gagné 20 000 abonnés. Il me fait mais comment ça t'as gagné 20 000 abonnés? Mais j'ai gagné 20 000 abonnés en une semaine. Mais comme quoi? Et vraiment, mais c'était improbable. Et effectivement, cette publication, moi, je me suis dit, c'est un truc hyper bateau, je raconte un peu. Alors après, effectivement, je me rends compte que c'est touchant, mine de rien, parce que même Adrien était très touché, parce que c'était. Je pense que cette BD a touché beaucoup de gens, ouais, effectivement. Même dans la profession aussi. Ah ouais, je sais pas. Je suis contente que ça ait touché des gens. Je suis contente que ça parle à des gens. Moi, j'aime bien quand je lis quelque chose et que ça me touche, j'aime bien, je sais que ça me donne un sentiment de, d'être comprise d'une certaine manière. Et je trouve ça chouette en fait, je trouve ça chouette d'écrire des choses qui parlent à des gens.
qui les fasse réagir et tout, mais qui parle à des gens. Et ça me... En fait, il y a un truc tellement, doux quand quelqu'un t'envoie comme message ah, merci pour cette BD, ça m'a tellement touché, et ça m'a fait penser à moi. Alors, moi, c'est à chaque fois, je lis ces messages, à chaque fois. Vraiment, systématiquement, je prends mon téléphone et je vais voir Adrien. Je fais Adrien, on m'a envoyé un message trop mignon. Et vraiment, mais je suis là, genre. Et puis quand Adrien n'est pas là, je regarde Nono et je fais Nono chat, on m'a envoyé un message trop mignon. Voilà, parce que je parle à mon chat. Parce que je suis une bonne. Un des chats qui est présent dans la BD, justement. Nono, ouais. Il y a Nono et Mumu. Mais c'est vrai que quand t'as un post comme ça qui fait. Déjà, je crois 100 000 likes, des millions de vues sur le compte. Ouais, je crois qu'il était il y a 125 000 likes. C'est énorme. Plus, t'étais à 10 000, là, tu as enfin une quarantaine de milliers. Enfin bref. Ouais, c'est trop bizarre. J'ai rien compris. Moi, j'ai rien compris. Ce sont des chiffres et tout, mais ça. Moi, franchement, je trouve que ça met limite un peu la pression pour les posts suivants. Enfin, moi, j'aurais eu la pression, tu vois. Je sais pas comment toi, tu l'as vécu pour la suite. Alors. En fait, j'avais pas tant la presse pour les prochaines publications, pour voilà, il faut que en fait, je me suis dit instantanément, parce que moi je suis très, je suis de base pessimiste pour ne jamais être déçu. Et du coup, je me suis pas mis la presse dessus en me disant, de toute façon, tu ne referas pas ça. C'est pas possible. C'est une anomalie, ça ne se repassera pas. A few moments later. A few moments later. Chérie. C'est ça. Non, mais en fait, voilà, j'essayais de... Je me dis, il faut pas que je me déçoive moi-même avec ça, donc je me suis pas mis de pression. Par contre, je me suis mis une pression, parce que moi, j'ai plus commencé à avoir de la pression sur le fait que moi, je poste en story régulièrement des petites conneries, je raconte ma vie, je montre mon chat. Et en fait, là, la pression est venue d'un coup de... En fait, c'est très con, mais par exemple, je poste plus de photos de mes proches. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis dit, en fait, là, on est plus sur un espèce de petit truc de petite commu où, c'est rigolo, on est entre 5 et 10 000. J'avais plus ça, je me suis dit, mais en fait, je peux pas exposer mes proches. J'ai jamais, en fait, il y a des trucs que j'ai jamais fait. Par exemple, j'ai des neveux et nièces que j'adore, j'ai jamais montré leur visage sur les réseaux sociaux parce que je trouve ça, je préfère, enfin voilà, c'est juste, moi, c'est pas mes enfants, tout ça, donc certainement pas, je ne prendrai cette responsabilité. Mais en revanche, maintenant, c'est d'autant plus que ce soit les proches, qu'ils soient enfants ou adultes d'ailleurs, j'essaie de faire attention parce qu'en fait, ça ne concerne plus que moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent, il y a plein de personnes qui me suivent et je peux pas. Il faut que je protège l'intimité, la vie privée, quoi, la vie privée, et l'intimité des gens autour de moi. Et en fait, ça m'a plus foutu la pression. Dans le sens de protéger les gens que j'aime, tout simplement, sauf celles et ceux qui ont déjà des présences réseaux sociaux. Toi, c'est pareil, t'es sur Instagram, donc nous, on est ensemble, on se prend en photo, voilà, on sort avec Lenny, on se prend en photo, même dans d'autres domaines, par exemple, Sophie Grèche, qui est une très bonne copine, qui travaille pour un podcast qui s'appelle Réaliser son trucage. Quand on se voit, si on se prend en photo, voilà, on se connaît, on est copines, et elle a aussi une présence réseaux sociaux, donc c'est pas un problème. Mais par contre, toutes les personnes qui n'ont pas de présence réseaux sociaux et qui ne le souhaitent pas l'avoir, là par contre, je me dis, je réfléchis, je dois faire ce travail-là de réfléchir avant de poster un truc. Mais ouais, moi c'est plus ça, c'est plus essayer de faire attention à mes proches, plus que parce que j'essaie de pas me mettre la pression là-dessus, parce que je sais qu'en fait, je vais être déçue. Je le sais. Tu peux pas tout le temps faire des chiffres exceptionnels. En fait, c'est un peu un truc. C'est un petit peu le post que j'ai fait juste après ça, justement, où j'expliquais que je me disais à moi-même, tu peux pas plaire à tout le monde. Et quand t'as 40 000 personnes qui te suivent, tu peux pas plaire à 40 000 personnes. Il y a des moments où tu vas poster des trucs, les gens vont pas trouver ça bien, vont trouver ça moins cool. Et en fait, si t'essayes de plaire à tout le monde et de réussir à chaque fois, tu vas jamais t'en sortir. Et puis en plus tu vas être déçu, tu vas être malheureux, donc j'essaye de... C'est pas forcément toujours facile. Puis ça pourra arriver, peut-être que des fois il y a un post qui suscitera plus de débats, négatifs ou positifs. Exactement, et peut-être que le suivant redonnera vraiment de l'adhésion, enfin adhérera plus, etc. C'est hyper aléatoire. Il y a des sujets, en fait, par exemple, des fois j'écris des trucs où je me dis, ça peut faire réagir, en fait, peanuts. Et il y a des trucs sur lesquels je me dis, je vais faire ça va être gaulerie, je vais faire ça en 2-2. Et alors là, les gens sont en mode, la recette du flan. C'est du flan. Non, mais tu sais que recette de flan, ça a plutôt très bien marché. C'était juste une recette de flan, écoutez, mais je suis ravie. Moi, il y a rien qui me rend plus heureuse que de savoir que aujourd'hui partout en France, des gens font ma recette de flan, et ça me rend heureuse. Bravo. C'est-à-dire que c'est une consécration. Non, mais les gens utilisent ma recette de flan, qui au passage est délicieuse. Mais oui, voilà, ça me rend heureuse. et du coup, Macha, donc toutes ces bandes dessinées, tous ces strips hebdomadaires, tu les fais comment ? Je veux dire, quel est ton process de création ? Alors,
Parlons dessin un peu. Parlons dessin un peu. Alors, d'abord, il y a l'idée qui me vient. Alors, ça peut être des trucs... En fait, généralement, quand j'ai des idées à la con, j'ai plusieurs carnets. Et je note sur ces différents carnets. Attends, je vais peut-être te montrer parce que j'en ai pris quelques-uns sur moi. Et alors, plein de types de carnets. C'est-à-dire que par exemple, là, j'ai ce petit carnet-là, Mouji. Et là, tu vois, c'est des strips. C'est-à-dire que, on dirait. Alors là, on voit pas. Mais par exemple, j'écris des petits trucs. Quand ça me vient à l'esprit, je les note. Et puis, ça fait, voilà, j'ai des petits textes au fur et à mesure. C'est comme un storyboard écrit presque. Ouais, voilà. Et je note ça. Voilà. Là, c'est par exemple. C'est sur la BD que j'ai fait sur Vivant en rez-de-chaussée, j'ai noté, parce que j'habitais en rez-de-chaussée, là je viens de partir de cet appartement, et c'est plein de petites choses que je me dis, qu'est-ce que je pourrais raconter là-dessus, parce qu'il y a plein de choses qui me viennent quand j'en parle. Donc il y a ça, c'est une première méthode. Et l'autre truc aussi que je faisais beaucoup au tout début, ça je te l'avais montré je pense, ça c'est alors ça c'est très mignon. Ça c'est génial parce que en fait à la base, toi les BD du vendredi, tout en traditionnel. C'était en traditionnel et en fait, attends, tu veux que je te tienne le micro? Tiens, oui, passe. Vas-y. Bonjour. Et ouais. Et en fait, à la base, alors tu vois, il y a des petits, j'avais pas oublié que j'avais fait des dessins dedans. Regarde. Ah ouais, vas-y montre à la caméra, c'est trop beau ça. J'ai fait des petits dessins. Parce que Macha a quand même un super niveau académique. Ouais, c'est vrai. Effectivement, j'ai fait du dessin académique, donc il y a des petits dessins. Et voilà. Et à la base, les petites BD du vendredi, ça faisait des petits trucs comme ça. C'était des, comment dire, c'est des petites cases de tri. D'ailleurs, ça c'est Mathias. Ouais. Mais moi, je trouvais ça ouf, tu vois, je trouve ça trop bien le traditionnel, donc je te disais mais vas-y, poste-les comme ça sur Instagram, ça faisait un petit côté Jeffrey Brown un peu, tu vois, assez authentique et tout, et toi tu disais mais non, moi je trouve que c'est limite c'était du storyboard pour toi ça en fait. Oui, c'est mon storyboard un peu. C'est des produits finis déjà, on est sur des pages finies, propres, professionnelles et nickel, et toi tu dis non c'est mon storyboard, mais l'exigence de la meuf quoi. Bah surtout que je voyais plein de trucs que je faisais pas autant que je voulais, et effectivement il y a plein de, voilà, c'est plein d'histoires, et ça c'est les tout premiers strips que j'ai fait sur la BD du vendredi. C'est il y a plus d'un an, hein. Il y a plus d'un an, et j'en avais fait plein. Ça par exemple c'est un truc sur les trucs du rez-de-chaussée mais en différent. Ouais. Tu vois, c'est là j'en ai refait un truc en beaucoup plus de cases, où j'ai ajouté d'autres choses, comme la meuf à côté de chez moi alcoolique qui hurle dans la rue. Et des trucs par exemple que j'ai jamais montré, genre ça par exemple, je referais un petit truc, je pense. Enfin, moi j'aurais, tu vois, en temps normal, je me serais déjà arrêté là, j'aurais publié comme ça, et toi, tu... Ça, je l'ai repris il y a pas longtemps dans un strip justement. Et toi, tu passes ensuite en numérique, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, ça me donne des idées, parce que en fait, juste le fait de faire des choses me motive. Là, tu vois, j'en ai de plus en plus longues. Là, j'avais d'autres brouillons de trucs. Je note des trucs au pif, en fait. Ça, pareil, c'est une BD que j'ai fini par faire. Mais c'est, voilà, des fois, juste, je fais ça, genre note des trucs en très vite fait, et je vois ce que ça donne, quoi. Et j'aime bien ce genre de format un peu petit. Je fais des dessins à la con aussi, non ? Mais ouais, ça c'est un peu de base, je note beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit, et quand j'ai pas de carnet sur moi ni de quoi écrire, je le note dans mon téléphone dans des notes, tu vois. Et une fois que c'est fait, en fait, bah c'est là attends. Ah tiens, rien, j'avais fait ce truc là pour Donc en gros, en fait, c'est que j'ai mon petit canevas que je me suis fait, et alors je travaille sur Procreate parce que c'est très pratique. Et que en fait le truc c'est que quand je me suis remis à bosser plus sur du dessin en numérique, j'avais comment dire, flemme sur ventre d'acheter une Cintiq et tout machin, et en fait comme j'avais déjà acheté un iPad en me disant en fait ça va me servir à un peu tout, en gros ce truc là est vieux, vraiment il a je crois une petite dizaine d'années maintenant. Cet iPad a 10 ans? Non, il a moins, j'essaie de réfléchir, je crois qu'il a 7 ans. Ok. Pour être honnête. Il me semble qu'il a 7 ans. Il bosse super bien, j'avais acheté un truc justement, je m'étais dit, je vais mettre un peu de sous au début, et j'avais mis mes économies dedans en me disant comme genre ça. Un pro, quoi. Oui, c'est ça. Je me suis dit, quitte à investir, je vais bien investir. Et ça me coûte, en me disant, ça sera toujours plus pratique et ça coûtera toujours moins cher qu'une grosse Cintiq, tu vois, par exemple. Surtout que je savais pas si j'allais faire. Je m'étais dit, putain, je vais pas acheter une Cintiq de zinzin. Pour ceux qui savent pas, une Cintiq, c'est un moniteur externe tactile. Donc, c'est une tablette graphique tactile avec écran. Et donc, on a souvent besoin de Photoshop à côté. Là, toi, tu travailles sur Procreate et c'est un outil, enfin, une appli qui a que sur iPad, il me semble, et qui est parfaitement conçue pour iPad.
Ouais, et en plus elle marche extrêmement bien. Moi je me suis acheté des brushes qui m'allaient bien. Là par exemple, j'ai plusieurs t'es allé sur True Glitter Supply. Ouais, exactement, True Glitter Supply. Moi aussi j'ai craqué. Et je me suis en fait j'ai pris un truc que j'aimais bien et en fait je l'ai remodifié pour qu'il me corresponde bien, et puis maintenant il est tu vois c'est très cool, c'est que quand si je me déjà pour le truc, mais quand j'écris tu vois il fonctionne bien. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais il est assez agréable à utiliser et il s'adapte en fait à ma manière de dessiner. Mais effectivement, souvent je commence sur un canevas vide comme ça et du coup une fois que je sais à peu près, ce que je vais faire, c'est que très vite je note à la con, genre ce matin-là. Voilà, je mets ça en mode comme ça, je sais que ça va aller là. Souvent en lien par exemple avec le Muji où tu numérotes des phrases, etc. Ouais, c'est ça. C'est par case et tu vas réécrire limite des dialogues que t'as mis dedans ici dans tes cases. Exactement, je me les note. Des fois même, tu vois, genre, je commence à inventer un dialogue avec quelqu'un qui me dit mais dis donc professeur Macha, et moi j'arrive, je fais oui bonjour, j'ai des grosses lunettes. Voilà, magnifique. On dirait un perso de South Park un peu. C'est tellement ça. C'est le côté comment dire Andrance. Désolé, je m'y attendais pas. Et toi, tu y as plus. Attends. C'est genre, t'arrives, tu fais. Attends, ton personnage comme ça, tu fais genre. Intérance. Ouais, Philippe. Bravo. Oh, la rêve de vieux. Bravo. Magnifique. Voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait de l'animation, les enfants. Toi, tu y as plus trouvé ton compte sur Procreate que sur Photoshop. Alors en fait, Photoshop me sert. C'est-à-dire qu'en fait, une fois, alors maintenant, on va faire un magnifique dessin comme ça, tu vois, où je suis là, genre. C'est toi qui as pété. En tout cas, le niveau est haut. Ouais, Philippe. Pardon, je suis désolé. Le niveau est haut. Ouais, alors c'est ça qu'on aime. Dire ça, c'est ça qu'on aime. Du trait. Rigueur et en même temps. Et prout. La rigueur et prout. Rigueur. C'est toi qui as pété. Et voilà, 5 ans d'études. Après, tu vois, je fais des petites. Tu vois, quand je sais à peu près où je pars, je fais des petites merdouilles comme ça. Où en fait, globalement, je place ma composition. Par exemple, là, je trouve que ma compo, elle pue. Parce que c'est trop flottant. Et hop, je vais faire des trucs comme ça. Et après, j'ajuste, tu vois, globalement. Et c'est un peu là aussi où je me dis, faut pas se forcer. Je me force à faire des trucs qui sont pas forcément toujours très très beaux. Tu fais quasiment toute tête, toi. Je prends très peu de références. Sauf quand je fais des choses très spécifiques. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai fait un strip sur moi et mon père qui étions en camion. Ouais. Oui, effectivement, j'ai quand même vu. Alors je sais, j'aurais dessiné un truc de base, mais je me suis dit quand même bien que j'allais voir à quoi ressemble un vrai camion, tu vois. Donc j'avais été prendre des images de camions, voilà, pour voir à quoi ça ressemblait. Donc des fois des trucs spécifiques. Pareil, dans mon dernier strip, j'ai dessiné une poussette. Oui, comme c'est une poussette spécifique, alors la fameuse yo-yo, la Rolls-Royce des poussettes. J'ai été voir effectivement à quoi ressemblait une poussette. Mais tu te forces le plus possible à avoir quand même un dessin de tête, à libérer ton trait. Même surtout pour les personnages, c'est important pour toi. Oui, c'est ça. Surtout qu'en fait, j'arrive. J'ai essayé de faire en fait, dès que j'essaie de faire des trucs où c'est plus construit, ça perd en dynamisme. Donc la seule chose, c'est que j'essaie d'être effectivement, je parle un peu près du micro. J'essaye d'être rigoureuse sur la composition. Par exemple, là, je sais que ce matin-là, il faut que le truc soit plus, tu vois, comme ça, sur le truc final. J'ai fait un truc très, très dégueu. Normalement, je prends un peu des mesures pour que ce soit un peu nickel. Là, je vais juste faire ça comme ça, genre... Tout à coup. Tu vois, et puis des fois, j'écris des textes et je change les textes au dernier moment. Et en fait... Voilà. Alors, de plus en plus, le texte, je le fais un peu direct. Là, il est pas... Effectivement, là, d'habitude, tu vois, j'utilise cet outil-là pour avoir juste voir où sont mes textes, pour pouvoir et par rapport à ça, tu vois,
C'est génial. Ça a l'air évident comme ça, mais ça ne l'est pas. Hein. J'imagine que tu as vraiment travaillé énormément de temps ta petite cuisine perso pour justement le numérique. Parce qu'effectivement, sur ce genre d'outil, tu peux avoir du correcteur de traits. Toi, on voit qu'il n'y en a pas. Ils sont assez bluffants, ces brushes en plus, parce qu'on dirait vraiment que c'est fait au graphite, quoi. Ah, cette broche là je l'adore. J'ai dit c'est une base de broche existante et j'ai juste modifié 2-3 choses pour que ça que ça marche mieux avec ma manière de dessiner. Et tu vois, effectivement, je passe ma vie à revenir en arrière. Et en fait, je dose au fur et à mesure mon dessin et il y a tu vois, rien n'est évident. Et en fait, tu sais, il y a plein de gens qui regardent mon dessin et qui peuvent se dire ah c'est assez évident parce qu'elle le maîtrise maintenant. Et en fait, pas du tout. Mon style, je suis toujours en train de le retravailler. De découvrir de nouvelles choses en me disant ah tiens finalement ça serait bien que je fasse les yeux de cette manière là, que je mette des ombres plutôt à tel endroit qu'à tel endroit. Je suis pas j'essaie justement de ne pas être figée dans mon dessin et de me forcer des fois à sortir de ma zone de confort. En fait, c'est très con, mais comme je donne des cours dans une école d'art qui est... L'académie de BD Delcourt. Exactement. Et en fait, j'essaye au maximum... c'est très con, mais en fait, comme tu donnes des cours à des étudiants et des étudiantes, bah en fait, j'essaie de me rappeler ce que moi, je leur donne comme conseil. Et de les appliquer à moi-même, parce que déjà, pour être sûr que ça marche, parce que j'essaie de pas dire des conneries à des mômes à qui je dois transmettre un savoir quand même, et si ça marche bien, leur dire que ça marche, mais aussi, ça me permet moi de pas rester sur mes appuis. C'est très con, mais en fait, quand tu commences à être professionnel et que tu bosses avec toi-même, tu te dis, t'y penses pas forcément. Tu vas faire des trucs de manière automatique et tout, et t'as vite parfois tendance à te bloquer dans des trucs que tu sais déjà et à plus bouger de ton niveau. Et moi ça c'est un truc, j'essaye justement d'éviter au maximum pour précisément ne pas me retrouver dans une situation où un jour je fais genre je sais des trucs alors qu'en fait il y a des nouveaux trucs, que mon style en fait il a stagné depuis des années, que je suis devenue une vieille conne. C'est la chose qui me terrifie le plus, c'est de devenir une vieille conne. En tout cas dans le sens vieux prof con qui est persuadé de tout savoir. Qu'est-ce que je détesterais devenir ça. C'est vraiment, mais et quand j'en croise, en fait, je me dis, oh mon Dieu, ces gens existent pour de vrai. Oh. Et mais ma plus grande crainte, c'est de devenir ça. En tout cas, je ferai tout en mon pouvoir pour ne pas devenir une vieille conne. Et j'espère que, de toute façon, on devient tous à peu près boomer sur un truc au bout d'un moment, tu vois. Mais j'essaye au maximum de ne pas l'être, quoi. De ne pas l'être. Voilà. Là, je trouve que c'est super intéressant parce que toi, t'hésites vraiment pas, on le disait au début, à faire les textes vraiment gros. Même ça prend une énorme place dans la case. C'est assez osé, vraiment. Quand tu dessines, souvent, t'as envie de laisser de la place au dessin. Et toi, vraiment, tu mets de la place pour tout. Je me suis rendu compte, et toi aussi peut-être, que c'est ultra important pour de la BD Instagram, en fait. En fait, pour la BD de manière générale. Alors là, ça vient, je pense, en partie de ma formation, non pas en dessin pur, mais surtout à Penningen, donc qui est une école de, direction artistique. Donc en fait, moi, j'ai pas fait que du dessin à Penningen. J'ai fait de la composition, j'ai fait de l'ADA, j'ai fait aussi un truc qui me sert énormément aujourd'hui, qui est la calligraphie. J'ai eu un très 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 bon prof. On peut le citer. Oui, monsieur Michel Der, un daron du domaine, qui est un... Je pensais que tu allais me parler de Étienne Robial aussi. Alors Étienne Robial, il est très bon, mais il est pas en calligraphie, il est en typographie. Il est plus en direction artistique générale. Il sur les doigts avec ça, une règle de collection en ayant dit ça. Exactement. Alors non, parce que pour le coup, il y a ces trois... En fait, c'est là que tu vois que j'ai fait vraiment plus une école de direction artistique, c'est que Étienne Robial a été en fait mon maître de diplôme. La classe, hein. Moi, j'étais trop heureuse qu'il l'accepte. Que je sois son étudiante. Je mets une parenthèse, Étienne Robial est quand même un des plus grands graphistes de la dernière partie du XXe siècle. Il est toujours actuel aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a révolutionné vraiment l'habillage télé. Enfin, il a inventé même l'habillage télé. C'est quelqu'un qui a une carrière énorme. Il a aussi inventé une des premières maisons d'édition de BD indépendante qui s'appelle Futuropolis. Aujourd'hui, c'est plus lui qui la gère. D'ailleurs, il l'appelle Fauturopolis. Oui, c'est vrai. Voilà, et donc actuellement,
actuellement, il est toujours éditeur aux éditions L'Apocalypse avec Jean-Christophe Menu. Mais tout le monde connaît Étienne Robial sans le connaître. Il a fait le logo de Canal+, de Canal+, du PSG, de l'équipe, enfin France Info, tout France Métal Info, c'est lui, je crois. aussi, Métal Hurlant, voilà. En BD. D'ailleurs, aujourd'hui, on le connaît pas, mais le logo actuel de Futuropolis n'est pas le logo qui a été fait par Étienne Robial. À la base, il avait insisté. Il avait effectivement, mais à la base, Étienne Robial avait fait le logo de Futuropolis lui-même. C'était mon maître de diplôme et j'étais hyper contente parce que moi, à la base, effectivement, le graphisme ça m'intéressait énormément et j'ai pas fait Penningen pour rien. Moi, j'étais passionnée par surtout la fabrication des choses. Encore une fois, je suis une manuelle. Je voulais savoir comment on fabriquait des livres. Ça me passionnait. Je fabriquais. Mais même moi, en fait, il y a des moments où j'ai même fait des livres moi-même, genre acheter du carton, fait des reliures de carré chez moi avec mes petites mains et tout, parce que je voulais voir comment était fabriqué. Je désossais des vieux bouquins pour voir comment c'était fabriqué. Genre vraiment, ça me passionnait de savoir comment on fait des trucs. Et effectivement. Du coup, quand j'ai appris qu'il y avait Étienne Robial comme prof et que ça pouvait être mon maître de diplôme et que je savais son parcours à la fois comme directeur artistique mais également comme éditeur, quand j'ai su son influence sur la bande dessinée, moi je Métal Hurlant, c'était extrêmement et grosse clacasse. Moi je savais pas que c'était lui qui avait créé Futuropolis avant de... Moi j'avais bossé un peu avec Jean-Christophe Menu et j'ai pu voir justement la résurrection de cette collection emblématique qui est le 30-40 qui est une collection qu'il avait inventée à l'époque, 30 x 40 cm, donc des bandes dessinées géantes qui ont vraiment lancé des gens comme Tardy ou Moebius. Et c'est incroyable de se dire que c'est ton maître de diplôme, etc. quoi. Donc j'ai mis plein de petites questions sur des sous-bocs parce qu'ici on adore les sous-bocs justement à TTC Édition et donc tu peux répondre au tac avec le moins de digression possible. Je vais essayer, je ne promets pas. C'est des rubriques que j'essaye, est-ce que je les garderai ? Je sais pas, mais voyons voir. C'est parti et tu peux vraiment jeter comme ça les sous-bocs. Genre sur le cadreur, tu peux jeter sur le cadreur. T'inquiète pas, je te promets. Aucun cadreur n'a été maltraité durant ce tournage. Il y a même du flan. Enfin, il a pas encore mangé, mais. Alors, t'écoutes quoi quand tu dessines ? Bravo. Alors, je me mets souvent en fond des émissions que j'écoute sur YouTube globalement. En fait, je prends des essais vidéo sur YouTube comme des podcasts et j'écoute et je regarde d'un œil pendant que je bosse pas mal de youtubeurs qui parlent soit de vieux jeux vidéo, soit de ARG sur internet, de petits mystères d'internet. Ça me fait kiffer, je trouve ça un peu en fait c'est très lié avec mes goûts en radio. Par exemple, moi à la radio j'adore un amour absolu pour Fabrice Drouel qui présente l'émission Affaires Sensibles. Genre vraiment, mais j'aime tellement. Bienvenue dans Affaires Sensibles, un truc comme ça. Affaires Sensibles. Aujourd'hui, on va parler de décapitation. Voilà, non mais j'adore Affaires Sensibles, j'adore Fabrice Drouel, cœur sur lui et toute son équipe. On l'embrasse du coup. On t'embrasse Fabrice. On l'embrasse. Alors, ton outil fétiche pour dessiner. Je le fais trop bien. Alors, déjà... Ça, le stylet, le petit stylet. Mais si vous voulez parler en traditionnel, alors je pense que mon outil préféré c'est ceci. Mais oui, l'Unipen. Alors mais toi ça c'est un brush. Moi j'utilise l'Unipen 03. Pour moi c'est le best. Je trouve que c'est les stylos calibrés qui marchent le mieux et qui crachent le plus d'encre et qui sont avec des noirs plus profonds quoi. Tout à fait d'accord. Ouais. Moi celui-là je suis, mais ça fait 4-5 ans que je bosse avec et je le trouve assez incroyable. C'est vraiment mon outil préféré. Ah, super. Alors, quelles sont tes meilleures techniques de procrastination ? Faut que j'arrête de faire ça, j'en partout. Trop marrant. Mes meilleures techniques de procrastination. Pour aller vite, pour faire du vite fait bien fait, tu veux dire ? En fait, quand tu as un truc urgent à faire et tu fais autre chose à la place, quoi. Oh, ah ouais, je vois. C'est ça la procrastination. Alors moi en fait je le fais même pas consciemment, c'est-à-dire que des fois en fait je me mets à faire d'organiser des trucs. C'est trop bizarre. Des vacances, des trucs. Non, mais par exemple, il y a des moments où il y a des moments où je dois faire. Je me dis, faudrait que je bosse sur la BD du vendredi. Tiens, et si je faisais un système de calcul sur Excel pour calculer nos coûts et nos bénéfices sur TTC. D'ailleurs, mais franchement, niveau Excel expert. Il est bien mon tableau. Bravo, je suis impressionné. Non mais donc voilà,
Je sais, je suis étrange. J'aime faire des tableaux Excel quand je. Ils sont beaux. Et j'adore faire des tableaux et des trucs d'organisation. Mais vraiment, je suis vraiment une caricature de la Virgo énergie. C'est terrible. Ton plaisir coupable sur Instagram. Je vais faire un petit. Bravo. Mieux. Mon plaisir coupable sur Instagram. Oula, est-ce que j'ai un truc un peu. Moi, je toi, sais. Tu sais. Moi, je sais. T'es pas obligé de répondre. J'adore. J'ai beaucoup. En fait, vous ne voyez pas mon feed Instagram, mais dans mon feed Instagram, il y a beaucoup de femmes très musclées en petite tenue. C'est vrai. Moi, je vois le feed, je fais. Moi, j'ai plein de meufs comme ça sur mon feed obligatoirement, mais quand j'ai vu le sien, je fais. Bon, on dirait un truc de mec, quoi. Un feed de mec. Mais non, mais elles sont très musclées. Je sais pas, il y a Rhea Ripley. Moi, voilà, j'aime le catch. Non, cette question est interdite. On n'a pas le droit de poser ça. Il me demande si je préfère Mumu ou Nono. Non, désolé, je ne répondrai pas. Mumu et Nono qui sont ces deux chats. Donc Nori et Murasaki. Non, j'aime mes deux chats. C'est juste que effectivement, par contre, mes chats, par contre, ne m'aiment pas de la même manière. Il faut savoir que Mumu est une fille à papa. C'est vraiment le bébé d'Adrien. C'est genre vraiment, c'est mon papa à moi d'amour. À moi, tu vois maman. Bien à moi, pas à toi. Donc voilà. C'est des fois, on est dans le lit, elle se pose avec lui, elle est là genre. Va-t'en maman, vraiment tu nous déranges. Donc voilà, je pense que j'aime mes chats autant. Je pense que par contre mes chats ne m'aiment pas de la même manière. Alors que Nono elle me voit, t'es là genre oh humain tu existes. C'est vraiment trop bien. Voilà, Nori est un peu une patate très très mignonne. Ouais, elle est magnifique. Nori Mumu est sublime. Juste c'est un chat, tu le vois, t'es là genre. On les voit déjà dans les strips vous, Instagram, Mumu, on a envie de les avoir quoi donc. Le truc que t'aimes le plus dessiner et le moins dessiner. Alors, le truc que j'aime le plus dessiner, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je dessine bien de manière assez rapide ? Je pense que c'est des personnages. Je pense que je dessine assez rapidement des personnages. Je crée assez facilement des petites bouilles qui racontent des choses. J'adore dessiner c'est surtout les expressions faciales. J'adore faire des... Ça me fait kiffer de chercher l'expression exacte que j'ai envie de représenter et de trouver le moyen en simplification de la représenter. Ça me fait trop kiffer. Et le truc le plus chiant à dessiner pour toi ? Les pieds. Ah ouais ? Non, c'est pas du tout original, mais putain, les pieds, c'est chiant. Qu'est-ce que c'est chiant, genre c'est tellement d'os à des endroits improbables. Les mains, c'est facile. Je pense que je vais me faire tuer par plein de gens. Mais... Excuse-nous, mais les mains, Miyazaki. En fait... Non mais les mains, en fait c'est assez pas compliqué, c'est-à-dire qu'en fait une fois que t'as compris, une fois que les mains c'est un peu un truc, une fois que t'as compris comment ça marche, il y a une sorte de d'aura d'illumination et tu y arrives tout le temps. C'est très étrange, mais une fois que tu y arrives. Les pieds, j'en ai dessiné des centaines des pieds. C'est parce que c'est moche un pied en fait. C'est chiant ça merde, c'est chiant de ouf. Non vraiment. Tu bosses mieux le jour ou la nuit ? Je bosse mieux le jour très très tôt. Je sais que là je casse un peu le mythe des night owls, des oiseaux de nuit, des artistes auteurs qui aiment bien bosser le soir, tomber, machin. Non, moi je suis un early bird as fuck. J'aime me lever à 6h du mat avec un café où il y a personne qui est encore dans la rue et j'aime ce moment de calme là en fait. On voit la daronade en fait qui s'installe. Parce que moi quand j'avais la vingtaine, j'aimais bien travailler jusqu'à 3-4h, 5h du matin mais c'est vrai que plus tu vieillis, plus tu... Et j'adore le matin. Mais ça en fait je l'ai toujours eu. Tu l'as toujours eu ? J'ai toujours préféré même à Paninian où des fois je devais faire des nuits blanches, je préférais en fait me coucher vers 2h du matin et me réveiller et me faire une très courte nuit, me réveiller à 5h30, 6h ou 5h, 6h pour commencer à bosser fraîche. En fait j'aime bien, le matin est un moment pour moi où je suis extrêmement efficace. Alors que le soir, en fait, j'ai envie de faire tout sauf travailler. J'ai envie de me poser, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, j'ai envie de me faire une tisane, genre vraiment de faire des câlins à mes chats, de lire des BD. J'ai pas du tout envie de bosser. Donc, par contre, le matin, je suis hyper efficace. Combien de litres de thé et de parts de flan tu consommes chaque jour ? Le thé, alors la tisane surtout, je bois minimum, je pense, 1 litre de tisane par jour. J'adore ça. En gros, avant, je faisais ça avec le thé, et puis j'ai rendu compte que ça me faisait de l'anémie, parce qu'en fait, alors si vous ne le sachiez pas, le thé empêche le fer de fixer.
Donc en fait, si vous buvez trop de thé, non seulement déjà vous allez être surreste et vous n'allez pas bien dormir, mais en plus de ça, vous allez arrêter de fixer le fer. Donc vous allez finir anémié, ce qui n'est pas bien. Donc attention, quand vous buvez du thé, ne le buvez pas trop près des repas. Voilà, c'était Docteur Macha. Docteur Macha. Non, c'est juste que je me suis retrouvée chez le médecin complètement anémié un jour en mode je sais pas ce qui se passe. Et le médecin m'a fait mais vous avez des trucs dans votre alimentation? Et j'ai fait non mais je bois beaucoup de thé. Combien de thé? Je bois 1,5 litre par jour. Vous allez arrêter ça instantanément. Ah ouais. Voilà, donc vraiment c'était ça. Et donc le café ça fait pas ça. Donc la tisane, comme il n'y a pas de théine, le problème n'existe pas. Donc buvez de la tisane. C'est juste diurétique, faut faire gaffe, faut gérer quoi. Et le flan, alors j'essaye justement de pas trop en bouffer, sinon je pense que je finirais par rouler sur moi-même. Tu sais, je me déplacerai de ma chaise à ma cuisine en roulant, parce que j'adore ça. Et le flan, en fait, c'est beaucoup de gras au gras, et le gras, c'est délicieux. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans la vie? Putain, il y a trop de choses qui me cassent les couilles. Moi je pense que j'aimerais répondre à ta place sur ça. C'est les gars qui ou les meufs qui te disent ouais, t'as fait une faute. Alors eux déjà, oui, la team des orthonazis là, ils me... Oh là là. Moi je leur mets des emojis gyrophares. Moi je leur mets, en fait maintenant soit je leur mets, tu sais genre tiens une gommette avec un emoji gommette, soit je leur mets des pouces. Je réponds juste pouces. Ou alors ok, c'est genre cool ta vie. C'est cool story bro, ou 6, ok, cool, j'ai fait une faute d'orthographe, c'est bien, je suis ravie pour toi. Mais ouais, ça m'énerve pas mal. Quoique maintenant, je m'en fous de plus en plus, en fait. Je suis là, genre... Je leur mets juste le ok et je passe à autre chose. Non, les gens qui m'énervent... Il y a tellement de choses qui m'énervent dans la vie. Tellement. Je suis comme toi, je devrais faire une liste des trucs qui m'énervent. Moi, j'ai une liste... Un jour, je la lirai. Elle est incroyable. J'ai une liste de 100 choses qui me font bader. Qu'il y a en partage, d'ailleurs, avec mon pote Arthur Dorémus. C'est-à-dire qu'on la note ensemble, en fait, depuis 10 ans. Oh, la note et je pense qu'on voudrait même en faire une pièce de théâtre. C'est juste les gens pendant 1 heure ils nous écoutent en train de lire parce qu'à chaque fois que je la lis elle fait vraiment effet parce que c'est vraiment des trucs de niche, tu vois, genre mettre dans une les valise, gens qui ont une gourde, les gens qui ont une gourde ou mettre les valises dans les écolos, prendre le bus moi ça me fait bader. Juste prendre le bus. Voilà. Non, moi celle qui m'avait fait vraiment mourir de rire, c'est les gens qui congèlent le pain. Genre... Mais oui, il y a une boulangerie à tous les coins de rue. On est en France. Alors oui, la baguette elle coûte 1,20€ maintenant, c'est vrai, avec l'inflation, mais on a du pain frais tous les jours, à moins que t'habites à la fucking campagne et que t'as un congélo qui fait la taille d'un coffre au trésor. Oui, tu fous du pain parce que tu peux pas aller en ville, mais on est en ville. On est en ville et même à la campagne, t'as 20 boulanges. Non mais pardonnez-moi, c'est mon... Laisse les gens congeler. J'ai craqué, pain, mais on lira cette liste un jour en public. Laisse les gens congeler le pain, Mathias, ils t'ont rien fait. Non. Bref, donc ouais, il y a plein de gens qui m'énervent, mais je pense que il y a vraiment une liste merveilleuse. Alors le personnage de BD que tu aurais aimé inventer, Gaston Lagaffe. Ah ouais. En fait, je suis pas une meuf qui est très branchée BD franco-belge, à part des trucs vraiment genre Astérix, j'ai toujours aimé. Ça a toujours été... moi, c'est vraiment ma Madeleine de Proust, parce que j'étais petite, je lisais Astérix. C'est ton menhir de Proust. Oh. Excuse-moi. Ah, putain. Non mais... Ok. Désolé, hein, c'était chaud. Ça me va. Et on est vraiment fatigué, faut qu'on finisse. Question suivante, il y en a plus qu'une. Donc ouais, non mais attends, il faut que je finisse quand même le truc de Gaston du coup. Oui, j'ai Astérix, j'ai toujours beaucoup aimé. Il y a pas grand chose que j'aime vraiment, qui m'ont vraiment passionné dans la BD franco-belge, mais s'il y a bien un auteur de BD franco-belge que j'adore de manière mais inconditionnelle, dont je trouve le travail fantastique, et j'aime vraiment tout ce qu'il fait, c'est Franquin. Franquin, je trouve son travail incroyable, c'est un génie. Il a un dessin qui est magnifique, il a un humour, une sensibilité. C'est quelqu'un qui est capable de parler d'absolument tout, de passer de l'humour au drame en une case. Je suis fascinée par le travail de Franquin. Et je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est un des très grands maîtres de la franco-belge qui ait jamais existé. Et Tintin, je m'en fous. Enfin, Hergé, c'est pas un truc qui me passionne. Je suis désolée aux gens qui adorent Tintin, mais vraiment, moi, ça me passe par-dessus la tête. Pareil pour tout ce qui est Black et Mortimer, genre vraiment c'est des choses, ça me passe par-dessus la tête, genre vraiment, mais Franquin,
Quelle merveille, quelle sensibilité. Vraiment, pour moi, il n'y a pas beaucoup de comparos sur ce type de niveau, en fait. Voilà, bref, j'adore Franquin. Alors, montre-nous tes stats de temps passé sur Instagram. Je pense qu'on va. Je crois que c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission, on va pas le faire. Voilà. Et bah, c'était bien. Merci d'être venu. Les enfants, ne passez pas trop le temps sur des écrans, c'est très très mal. Vous pourriez devenir autrice de BD. En tout cas, merci infiniment Macha d'être venue et de nous avoir parlé de ton parcours, de ta BD, enfin de tous ces projets à venir. On a trop hâte de voir donc Poubelle de tête qui arrive l'année prochaine et aussi ta BD de Vulga sur le droit. On n'a pas encore le titre mais on le saura bientôt. Merci Macha, à très vite.